S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine et bienvenue dans la tête d'un CEO. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai pas envie de dire que je reçois un entrepreneur, mais un confrère dans la création de contenu. Comment ça va, Vincent? Très bien, merci beaucoup de me recevoir, Yacine. Alors, j'oriente d'ores et déjà le micro. Hop, juste là, je vais te poser une première question. Bon, attends, on va faire les petites présentations. Qu'est-ce que tu as fondé? T'es CEO de quoi? Alors aujourd'hui, je suis cofondateur et CEO d'European Digital Group, un groupe composé de plusieurs filiales dans l'accélération digitale, et on accompagne les grands groupes et les ETI dans leur transformation digitale. Very clear. Première question. Celle-ci était la vraie question. Est-ce que tu peux me définir ce qu'est un CEO? Et la deuxième, je vais embrayer dedans. En quoi c'est différent d'être un entrepreneur? Alors ça, c'est une bonne question. Pour moi, le CEO, ou même plutôt la différence entre un patron et un entrepreneur, moi, je me considère pas comme un patron, mais plus comme un entrepreneur. C'est quelqu'un qui va encourager, qui va coacher, qui va avoir du leadership par l'exemple, plus qu'un patron. Et en fait, chez nous, il y a un patron chez EDG, mais c'est pas moi. Le seul patron, c'est le client. Oh, je sens que tu étais fier de ta phrase. Pour commencer, très content de cette vanne, punch. très content de ce démarrage. Attends, je rentre juste dedans. Un fondateur a plus d'émotions qu'un CEO dans son quotidien? Je sais pas, moi je pense que c'est une question de génération. Je pense qu'on est une génération où maintenant un patron doit... Moi je suis un grand défenseur du care leadership, c'est-à-dire faire en sorte que les collaborateurs se sentent bien dans l'entreprise. Certes, il faut être très performant, mais pour moi, j'ai 2 objectifs avec EDG. Le premier, c'est que on vive tous ensemble une aventure collective extraordinaire, avec beaucoup d'émotions, que ce soit vraiment une super aventure. C'est mon objectif numéro 1. Et le deuxième objectif, pas honte de dire, c'est d'enrichir tout le monde, puisqu'il y a beaucoup d'actionnaires. J'allais dire c'est d'être millionnaire. Non, c'est d'enrichir tout le monde, d'enrichir tout le monde. Mais sachant que les 2 objectifs sont aussi importants les uns, le premier que le deuxième, c'est-à-dire si on a tous cartonné donc cette nouvelle étape de DG et qu'on ne s'est pas éclaté, pour moi, ce sera un échec. Mais inversement, si on s'est éclaté mais qu'on n'a pas cartonné, ce sera aussi un échec. Mais on peut cartonner sans s'éclater, en tout cas dans l'activité. Ouais, bien sûr. Ouais, tu peux très bien dans ta boîte, avoir. Ce serait possible, tu penses? Ouais, dans toutes les boîtes, en fait, tu peux très bien avoir un leadership très très dur, très autoritaire, ne pas regarder l'humain dans une entreprise, et parce que tu es porté par un bon marché, faire des bonnes perfs pendant une période. Maintenant, pour moi, les 2 éléments sont aussi importants l'un que l'autre. Allez, on va prendre non pas un step de recul, mais bien 100 mètres ou 100 km de recul. C'est quoi ta mission de vie? Ma mission de vie? Ouais. Alors, dans le business, c'est ce que je t'ai dit, c'est 2 objectifs. Et ma mission de vie, oui. C'est, non, je sais pas, de faire le bien autour de moi, de jamais rabaisser les autres pour m'élever, essayer de créer des entreprises avec des bonnes valeurs, qui vont apporter aux autres. Chez EDG, par exemple, le partage de la valeur, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, on est plus de 2500 salariés chez EDG et on a 280 personnes qui sont actionnaires de la société. Et le partage de la valeur, c'est quelque chose de très important pour moi parce que c'est ce qui fait, c'est cette aventure collective qui fait le succès qu'on a pu connaître chez EDG. On va reparler juste Enfin, je vais pas te lâcher là-dessus, j'ai quand même une question, mais attends, la mini-parenthèse. EDG, 2500 collaborateurs. 2600 collaborateurs aujourd'hui. 2600, excusez-moi pour les 100 derniers. Combien de ces... Vas-y, balance-nous toutes les infos. Non, on a créé EDG il y a 5 ans. On a eu une très forte croissance. Donc, on est passé de 0 à 320 millions de chiffre d'affaires. C'est très rentable. Et on a... Vous êtes rentable since day one? Oui. Ok. Donc voilà, et c'est un mix de croissance organique très soutenue avec de la croissance externe, donc une vingtaine de sociétés qui ont été rachetées, et après une croissance organique très soutenue qui est due principalement aux synergies entre les différentes filiales du groupe. Et vous avez
quand ça s'appelle European Digital Group, vous avez couvert combien de pays en Alors Europe? aujourd'hui, on est dans 10 pays dans le monde. On vient de faire une grosse acquisition en Espagne il y a 2 mois, qui s'appelle Garaje de Idea. Donc 400 personnes en Espagne, une société boîte de conseil, fantastique. c'est quoi? Une boîte dans le dev, UX, CX, Ok. développement de sites. Très très belle pépite, voilà, pilotée par Alberto Barrio, un super entrepreneur espagnol. Oh là, Alberto. Qui est exactement Hasta la Luna, donc un super entrepreneur. C'est quoi Hasta la Luna? Jusqu'à la Lune, c'est un peu le slogan de DG. D'accord, tu m'as calé ça comme ça, je me suis dit, je t'ai balancé le mot que je connaissais mot en en espagnol, espagnol, mais là, en vrai, je l'avais. Question, tu as parlé de care dans le leadership. Je t'ai posé 2-3 questions, tu m'as très souvent parlé des équipes. Je reviens à ma dernière question qui était sur la mission de vie. Il te vient d'où? Qu'est-ce que tu cherches à travers tes opérations auprès de l'humain? Qu'est-ce que tu as à te prouver à toi-même ou qu'est-ce que tu as envie d'accomplir entre toi et toi-même? Moi, je pense que la question que tu poses, c'est une question que tous les entrepreneurs qui veulent aller très loin doivent se poser. C'est la question du compelling purpose, et c'est de savoir pourquoi on se bat et pourquoi on veut créer une société de comprendre. Une fois que tu comprends ça, ça te donne des raisons, et donc c'est de là que tu peux trouver l'énergie. Moi, j'en ai plusieurs des compelling purpose. Comme je te disais, c'est déjà le partage de la valeur, c'est très important pour moi, donc de faire en sorte que tous les collaborateurs qui vont rejoindre DG et qui sont actionnaires, ensemble, via une aventure collective, qu'on aille chercher du succès. C'est ce qui s'est passé dans notre dernier LBO, puisqu'on a fait un LBO il y a 6 mois, et il y a eu énormément opération de rachat via de la dette. Exactement, et donc il y a eu énormément de success stories. Donc tous les entrepreneurs qui m'ont rejoint au début ont pu sécuriser une partie de leur patrimoine et réinvestir une grosse partie à nos côtés. Donc ça, c'est très important. Ensuite, je suis un compétiteur, donc j'aime bien me prouver à moi-même qu'on peut aller encore plus loin et qu'on peut encore grossir. Je suis aussi un passionné avant tout par le digital, les nouvelles technologies, donc j'apprécie énormément étudier, lire, comprendre tous ces nouveaux leviers. T'as toujours été comme ça? Ouais, toujours été comme ça. Donc t'es un grand curieux. Okay. Après, je suis très client-centric. Donc moi, j'adore aussi être au service du client, aider le client, faire tout pour qu'il soit satisfait. Et moi, je tire beaucoup de satisfaction quand les clients sont très satisfaits de notre prestation. Donc, mais comme tes employés, j'ai l'impression. C'est le care leadership. Le care leadership, c'est ça, c'est faire en sorte que les équipes se portent bien, que les clients soient très satisfaits. Donc c'est pour ça que je fais du service. En B2C, t'as pas les mêmes problématiques. Si t'aimes pas faire du service, t'aimes pas être au service du client, tu peux pas faire une société de service. Donc il faut être faut être vraiment dispo du client. Parfois, je suis même un peu trop. C'est-à-dire, je suis vraiment prêt à tout pour qu'un client soit content. Je suis très disponible pour les clients. Justement, moi, c'est ce dernier truc. Je t'embête, mais pour moi, tu n'as pas répondu à ma question. Je comprends très bien la finalité. Je vais t'aider, tu vas comprendre. Je comprends très bien. Tu vois, la finalité, c'est comment ça se transcrit aujourd'hui. Tu as la chance d'avoir des clients. Et moi, d'avoir des gens avec qui tu travailles au quotidien. Tu as de 2600 personnes, de créer un bateau dans lequel tu es potentiellement le capitaine, mais tu as tout le temps plein de matelots avec toi. Merci les images. Merde, je suis en train de perdre ma question. Non, clairement, moi, ce que je veux comprendre, c'est qu'est-ce qui a nourri ça? Ce que j'aimerais bien, c'est que des personnes qui soient dans le doute puissent aussi mettre la lumière sur leurs points positifs. Je suis sûr que tu as été dans le doute, mais je suis sûr qu'au moment du doute, tu n'étais pas capable de me raconter ce que tu me racontes. Clairement, je t'en parlais tout à l'heure en off. Donc, j'ai eu 2 succès entrepreneuriaux, mais j'ai eu un gros échec. Une entreprise qui n'a pas fonctionné, qui s'appelait Talent Zapping, que j'avais monté avec mon frère, qui était une société de découverte et de promotion d'humoristes. C'était en 2007-2008. Les humoristes postaient leurs vidéos sur la plateforme, se défiaient en battle, et les internautes misaient des points virtuels qui étaient ensuite convertibles en cadeaux. Donc, c'était une Star Academy en ligne, en même temps avec un système de battle. Et de vote, du coup. Et de vote, ouais. Okay. Donc, j'avais en 2007-2008 pas mal d'audience. J'avais, 50 000 membres sur la plateforme. Ce qui était en 2008, c'était beaucoup. Déjà, lancer une startup en 2008, c'était pas du tout comme maintenant. Il y avait Facebook qui commençait. C'était l'époque de MySpace. Il y avait TikTok n'existait pas, Insta n'existait pas, bien sûr. Donc, c'était vraiment risqué comme projet. Et j'ai mis beaucoup d'énergie, c'était passionnant, c'était exceptionnel, mais j'ai pas réussi à monétiser. Donc, au bout de 3 ans, j'ai dû débrancher, j'avais plus de cas, j'étais ruiné. Et donc, quand tu me demandes peut-être ce qui m'a donné l'énergie,
c'est cet échec qui est quand même un peu traumatisant. Ça me dérange pas du tout, j'adore en parler parce que je suis convaincu que sans cet échec, il n'y aurait jamais eu les succès d'après. Et c'est ça, quand tu me demandes qu'est-ce qui peut-être m'a donné la rage, c'est le fait d'avoir échoué, d'avoir été ruiné. J'avais pas le choix que de réussir la boîte d'après. T'avais pas le choix financièrement, tu dis financièrement, ouais. T'aurais pu reprendre un CDI. Ouais, c'est ça. En fait, moi j'étais avocat d'affaires. Ouais, j'aurais pu reprendre, mais je voulais pas. Bien, mais j'aimais pas ce métier. J'aimais pas. Et donc, la seule solution, si je voulais m'en sortir et en même temps faire quelque chose qui me plaît, c'était de relancer un business. Et là, après, j'ai relancé une deuxième société, donc qui s'appelle Ametix, que j'ai lancé avec Patrick Bunand. Et ensuite, on a un autre associé, Stéphane Boucris, qui nous a rejoints. Et là, ça a été un très, très gros succès, puisqu'on est passé de 0 à 600 personnes en 5 ans. Et ensuite, on a revendu cette société au groupe La Poste, donc à DocaPost. Donc voilà, j'espère que là, cette fois-ci, j'ai répondu à ta question. Ouais, mais alors là, c'est l'échec qui peut-être, voilà, après te donne envie de pas le revivre et donc te donne l'énergie pour réussir. Et c'est pour ça il faut bien comprendre qu'il y a énormément d'entrepreneurs successful qui sont passés par ces phases d'échec et elles ont servi aux réussites d'après. Mais moi, déjà, je bois tes paroles, mais en plus de ça, je me dis, attends, ces échecs, limite, je crois que c'est à ce moment-là, c'est une fois qu'on réussit qu'on dit, ah oui, les échecs, c'est important, parce qu'en effet... Quand tu le vis, tu te dis, tu vois pas trop de solutions, tu te dis, waouh, j'étais avocat d'affaires, j'ai tout quitté pour monter une start-up, tout le monde m'avait dit de pas le faire, je l'ai fait, maintenant tout le monde me dit, on t'avait dit, tu vois, les questions que je te poserais habituellement, c'est essayer de comprendre comment tu as fait pour lâcher un salaire. J'en suis sûr et certain, tu devais être à du 150K par an. Ok, comme la première question que je t'aurais posée, elle est sur ça, c'est vraiment quitter ce confort pour vouloir monter ta boîte. Ça veut dire que tu cherches quelque chose en plus qui te nourrit à titre perso, et même si c'est de l'argent de passer de 150 à 300, ça vient de quelque chose. Moi, c'est ce quelque chose que je veux comprendre. Mais là, je vais aller un tout petit peu après. Putain, tu rates une boîte au bout de 3 ans alors qu'en plus tu as eu des métriques à succès, je veux dire 50 000 personnes, surtout à cette époque, c'est quand même beaucoup. Pourquoi, encore une fois, tu te dis, je ne reviens pas à un confort où j'ai un salaire c'est quoi l'élément qui fait je continue à y aller C'est ma fiancée qui ensuite est devenue ma femme, Julie. C'est vrai que je l'ai rencontrée à ce moment-là, quand j'étais... Au moins, on peut pas dire qu'elle est avec moi pour mon succès, parce que j'étais vraiment broke et complètement down quand elle m'a rencontré. Et à ce moment-là, je lui dis, bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je redeviens avocat ? Il me restait 3 000 € ou est-ce que je retente une boîte ? Moi, je suis issu d'un milieu petit bourgeois, c'est-à-dire mes parents pouvaient m'héberger, je pouvais retourner vivre chez mes parents de ça, mais ils m'ont pas donné, ils pouvaient pas me donner non plus 1 million pour me lancer. Je pouvais pas me permettre, donc ça restait quand même très risqué. Et à ce moment-là, elle m'a dit, avocat, t'étais vraiment malheureux, c'est pas créatif, moi j'aimais pas ce métier, c'était avocat d'affaires, c'est un métier qui moi me correspondait pas, qui était pas assez créatif. Et elle m'a dit, retente. Elle m'a dit, vas-y. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fiancés qui auraient pu dire, c'est bon, reprends un job sérieux. Et, c'est ta fiancée qui est devenue ma femme maintenant, qui est ma femme maintenant, la mère de mes enfants. Femme, on la salue. Voilà. C'est elle qui t'a conforté dans l'idée de prendre du risque ? Ouais, en fait, elle savait que j'aimais pas avocat, donc si je retournais, c'était vraiment à contre-cœur. Elle a cru en moi. Et après, j'ai rencontré Patrick Bunand, donc qui est devenu mon associé, qui lui aussi a énormément cru en moi, alors que j'étais pas dans une bonne période. Et ensemble, on a mis une énergie de dingue avec Stéphane qui nous a rejoint également. Et à 3, on a mis une énergie, mais c'était fou quoi, ce qui s'est passé avec Ametix. On recrutait. C'était commercialement, on était imbattable, on était une énergie commerciale, c'était du jamais vu, parce qu'on n'a rien réinventé sur ce business, parce que Talent Zapping, j'ai tenté les startups, donc j'ai tenté de chercher l'or. Et après, je me suis dit, on va vendre les pelles, c'est plus simple. Je vais faire du service. Donc, c'était une société de conseil en transformation digitale. Donc, en fait, j'embauchais des consultants qui allaient ensuite en mission chez les clients. Une ESN, exact. Une ESN nouvelle génération. À l'époque, ça s'appelait comme ça, mais maintenant, c'est ESN nouvelle génération. Donc, voilà, un business c'est un business juste d'exécution. C'est-à-dire, si tu es très fort commercialement, que tu es très fort en recrutement, que tu sais bien processer en interne, c'est un business, tu le réussis. Il n'y a pas de Je veux parler de ce business et je veux faire le lien avec ces personnes qui sont devenues tes associés ou tout simplement ta femme, mais c'est que de l'humain, quoi. Et je veux comprendre, en fait, on parle d'un succès, mais si je comprends bien, sans ta femme et sans la rencontre, j'ai plus son prénom, Patrick. mais Monsieur Bunand, voilà, il y aurait
tu serais même pas là en train de me parler. Ouais, je pense pas. Et comment t'expliques, et je sais qu'on en parlait en off, on peut faire le lien, que même avant, même peut-être cette ère des réseaux sociaux ou du tech show, etc., t'allais quand même parler avec beaucoup de personnes. J'essaie de comprendre une chose, c'est est-ce que tu dérisquais pas toutes tes prises de décision en allant parler à des gens qui te renvoyaient que ce que tu faisais, t'étais au bon endroit au bon moment et que surtout ta prise de risque, elle était presque légitime et pas si risquée, quoi. C'est vrai que moi, je suis ce qu'on appelle un hard networker. Donc, je vois énormément de gens. Même maintenant, aujourd'hui, je rencontre énormément de nouvelles personnes par mois. J'adore me nourrir des gens. Et avant de prendre une décision, tu as tout à fait raison. J'adore rencontrer plein de gens, leur demander ce qu'ils pensent de ce business, leur demander plein d'infos, de tout absorber et ensuite de faire le tri et de prendre ma décision. Et c'est vrai qu'en parlant avec beaucoup d'acteurs du monde du service, j'ai compris que c'était quand même un super business, que c'était moins risqué que les startups, qu'on pouvait gagner très vite sa vie très correctement et que c'était très scalable. Ouais. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans ce business. Et donc, le plus gros risque, on l'a compris, c'était en fait, de refaire marche arrière et revenir en avocat d'affaires, quoi. C'était... le risque d'être malheureux était trop fort. Ouais, parce que le problème d'avocat d'affaires, c'est que rapidement, tu l'as dit, tu gagnes très bien ta vie. Et après, tu es dans une prison dorée. Tu commences à emprunter. Après, tu vas t'acheter un appart. Et une fois que tu as l'appart et que tu as le crédit, tu peux plus arrêter. Donc, tu peux aimer, pas aimer. Tu poses plus de questions. Après, tu as des enfants, tu as des frais, tu as des charges fixes. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de managers ou beaucoup d'avocats, beaucoup de personnes qui sont pas heureux dans leur métier et qui se disent « Oh là là, ils ont tellement de courage, les entrepreneurs, eux, de se lancer. » Alors en fait, c'est pas qu'on a du courage, c'est qu'on l'a fait au bon moment. C'est-à-dire, si aujourd'hui, j'étais resté avocat pendant 5 ans et que je gagnais 300 000 par an et que j'avais un énorme crédit parce que j'ai une résidence principale et une résidence secondaire, et 3 ans, c'est pas que le risque, c'est que c'est impossible. Après, ça devient même suicidaire de dire que tu passes de, je sais pas, 30 ou 40 000, 30 000 par mois, tu gagnes, à tout d'un coup 0 pendant 3 ans. C'est pas possible, en fait, c'est trop risqué. Mais tu dis c'est pas possible à cause de ton niveau de vie. C'est ça. En fait, donc, le problème, c'est que dès que tu rentres dans ces grands groupes, tu vas avoir un certain niveau de vie qui va devenir une prison dorée et qui fera que tu seras bloqué et que tu pourras plus. Alors, soit tu te dis, je garde mon train de vie d'étudiant alors que je gagne énormément pour garder ma liberté, mais sinon, tu perds un peu ta liberté. Est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, tu es serein sur l'avenir ? Alors, j'ai une théorie sur ça, c'est qu'un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui doit accepter la peur du vide. Donc en fait, si tu n'es pas capable psychologiquement de te dire je ne sais pas ce qui va m'arriver, par exemple quand j'ai recréé Ametix, les 6 premiers mois il y avait des chances que je fasse 0 vente et que ça ne marche pas et de devoir arrêter, mais tu dois être capable de vivre avec ça, et pour y arriver il faut avoir un mindset ultra positif. Donc on est d'accord que tu es serein? En fait, moi je suis un anxieux optimiste, donc je suis anxieux. Je suis pas du tout serein, je suis anxieux, mais je vais me forcer à toujours avoir des images positives et à me dire mais ça va aller, on va y arriver, ça va marcher. Je m'imagine le succès, après le succès arrive. Le lien, tu vas le comprendre. Je veux parler de la prise de risque et je veux comprendre une chose dans l'éducation que tu as eue. On parlait de construire sa carrière. Moi, je pensais carrément que quand tu commences en avocat d'affaires, potentiellement tes premières affaires sont pas ouf, ou peut-être en M&A, pareil. Moi je travaillais dans un gros cabinet américain. Donc tu avais déjà des choses hyper intéressantes. Oui, bien sûr, j'étais sur des très gros trucs. Ce que je veux dire, c'est que souvent, dans une carrière, on t'apprend à viser à plus 3, plus 5 ans. Et qu'en fait, une fois que tu es à plus 3, plus 5 ans, tu vises la place de partenaire et blablabla. Et je trouve que tu t'enfermes dans cette prison dorée où en fait, tu te dis, j'ai déjà investi tellement de temps, d'énergie. C'est ça, t'es bloqué. En fait, moi, j'ai l'impression de rentrer dans un tunnel et je me suis dit, si tu pars pas tout de suite, tu vas être trop avancé dans le tunnel. Impossible de sortir. Non, je voyais très très bien. Mais il y en a qui le voient pas. Il y en a qui sont drivés dans la routine, tout ça. Au début, cette peur de pas avoir assez ou de vouloir avoir de l'argent. Et puis, je pense que comme n'importe quelle personne qui touche de l'argent, spoiler, je ne me compte pas dedans, mais qu'au début, tu veux 100 000, quand tu les as, tu es déjà en train de vouloir un objectif de 200, et puis ça augmente. Bref, je reviens à ma question. Ma question, c'est d'essayer de comprendre c'est quoi, toi, comment tu as grandi, genre, ne serait-ce que les études et la vie. Est-ce qu'il fallait être riche? Est-ce que tu viens d'une famille aisée? Est-ce que tu étais anxiogène dans tes choix en te disant faut que je maximise mes chances plutôt que faut que j'aille faire la chose qui me plaît le plus? Moi, je viens d'une famille aisée.
Donc, père chirurgien. Dédicace à eux. Ouais, aisé mais pas riche. Ça dépend ce que tu appelles la différence entre aisé et riche. Aisé, c'est tu vis très bien. Dans une famille aisée. Voilà, aisé. On n'est Donc moi, pas des ultra riches. Moi, c'est un père chirurgien dentiste, une mère qui était commerçante maintenant qui est sophrologue. Ouais, je mets ça dans bien aisé. Voilà, quoi. c'est ça. Voilà, c'est bien. Donc ce serait hyper malhonnête et très grave de dire que je suis parti de zéro, parce que c'est pas juste. Il y a des gens. Et d'ailleurs, moi, j'adore les entrepreneurs qui rejoignent EDG qui sont partis de zéro. Pour moi, ils ont 5 fois plus de chances que je fasse un deal avec eux, que je m'associe avec eux, parce que je suis en admiration totale des entrepreneurs qui viennent vraiment de zéro. Attends, qu'est-ce que tu admires? J'admire que, en fait, moi je suis un grand défenseur de l'égalité des chances, et c'est beaucoup plus dur de réussir quand tu viens d'une cité ou quand tu viens d'un quartier, d'un milieu très populaire. Et donc quand ils ont réussi, moi j'ai envie de m'associer avec eux, parce que je me dis on va encore faire quelque chose d'exceptionnel avec eux, parce que ce qu'ils ont déjà fait, c'est beaucoup plus dur que ce que moi j'ai fait quand on t'a payé. Ça te nourrit en fait. C'est ça, exactement. Ça me nourrit, non? Et puis j'ai envie de les aider. Moi j'ai envie d'aider souvent les jeunes qui viennent de milieux défavorisés. Ou de les embaucher. Okay. On revient à l'éducation. Du coup, tu as grandi dans un milieu plutôt bien. Voilà, tu n'as pas été dans le besoin. Pour autant. Exactement. Les études, c'était comment pour toi? Je fais droit, école de commerce, études aux États-Unis, école d'immobilier. J'avais pas mal un peu la diplômite aiguë. Donc, je fais pas mal de diplômes. Français, quoi. Voilà, c'est ça, pour être prêt. Un bon français. Voilà, pour être sûr de pouvoir rentrer dans les bons cabinets. Tu sais, les gros cabinets américains, il fallait avoir fait et droit, et école de commerce, et être bilingue pour rentrer dans le cabinet. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, ensuite, j'ai eu le concours d'avocat et je suis rentré dans un des plus gros cabinets américains. T'es le barreau aux US? En France. Oh, en France, okay. En France. Mais c'était un cabinet américain en France. Ah, ok, intéressant. Donc, ok. On va avancer, mais c'est bien sûr. Non, mais pareil dedans. Sans toutes ces fucking victoires, parce que j'appelle ça des victoires, quand t'es jeune et qu'on te dit c'est ça l'objectif, et je pense que t'as tu vois, dans ta tête d'enfant, tu vois un idéal. Si t'avais pas réussi toutes ces victoires, est-ce que tu serais devenu entrepreneur? C'est dur de savoir. Je pense que j'avais ça en moi, j'avais cette envie. Après, c'est vrai que les diplômes, ça te donne quand même confiance en toi. Tu te dis j'ai un petit bagage. Non, ça t'aide. Et même le fait d'être avocat, même maintenant, on fait énormément d'acquisitions. Ça m'aide beaucoup dans les négos, dans les analyses. Le fait d'avoir fait une école de commerce sur tout l'aspect M&A, finance, ça aide énormément aussi. Donc non, je trouve que c'est important et c'est bien d'avoir fait des études. Ça te met en confiance pour entreprendre? Maintenant, il y a des bons et des mauvais côtés. Le problème aussi des études, ça formate trop. Du coup, souvent, je vois les premiers de la classe, ils ont tendance à trop réfléchir avec juste un tableau Excel. Là où moi, 50% de mes décisions, elles sont sur le tableau Excel, mais 50% instinctives. Pour moi, l'instinct... Gut feeling. Ah ouais, c'est hyper important. Aussi important que... Mais c'est le mix des deux. Si tu mises tout sur l'instinct, tu vas te planter parce que c'est pas une science exacte. Mais si tu mises tout que sur le tableau Excel... ça va pas fonctionner non plus. Donc c'est vraiment le mix des deux. Et les premiers de la classe, ils ont souvent tendance à être trop formatés, à pas prendre assez de risques. Et le problème aussi, quand tu as fait beaucoup d'études, c'est que tu sors de l'école, on te propose un salaire, je sais pas, à 65, 50, 60, je sais pas. Et tout de suite, tu te dis, ah, quand même, j'ai envie de profiter et tout. Et donc, tu acceptes le salaire. C'est une opportunité. Et du coup, et après, tu rentres dans la cage dorée. Et c'est compliqué d'entreprendre après. Ouais, alors que souvent, un autodidacte, comme il n'a pas le choix, il se dit, bon, bah, de toute façon, il faut que j'entreprenne. Ouais, c'est intéressant. Attends, je voulais te reposer cette question, mais juste là-dessus, est-ce que tu dirais que les gens que tu as rencontrés en banque d'affaires, tu parlais avec des entrepreneurs ou des personnes qui sont porteurs de projets? Oui, bien sûr. J'avais plein d'entrepreneurs qui m'inspiraient. J'étais passionné par plein d'entrepreneurs. Ils étaient quoi? En fait, la question que je me pose, c'est si t'es que 100% cartésien, j'appelle ça cartésien, tu suis des chiffres et tu réfléchis que de manière non émotionnelle, est-ce que tu peux être un bon entrepreneur? Je t'ai dit, je pense que non. Je pense qu'il faut vraiment le mix des deux. Enfin, pour moi, il faut les deux. C'est vraiment un mix des deux. Par contre, si tu es que gut feeling et que tu fais tout à l'instinct, ça marche pas non plus. Et est-ce que ce gut feeling mis au service du business, est-ce que la première fois que tu l'as vu en te disant putain, je peux m'identifier à eux, c'est pas justement tes clients en banque d'affaires? Ouais, c'est ça. C'est par exemple, je donne un exemple où quand je regarde une société qu'on veut racheter, je vais vraiment être très 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 rigoureux et très méthodique sur l'analyse ou la due diligence, avec des audits fiscaux, juridiques, financiers. Je vais faire des prises de référence sur les clients. Donc, il y a vraiment une énorme méthode d'analyse de la boîte, bien la valoriser, etc.
Mais après, je vais énormément aussi écouter mon instinct. Et est-ce que mon instinct me dit, est-ce que ces entrepreneurs, ils sont morts de faim? Est-ce qu'ils ont envie encore de cartonner? Ça donne et quoi c'est le mix pour des toi deux. Si tu te dis à la fin, il est pas si mort de faim que ça. Ouais, même c'est si quoi les chiffres sont très bons, voilà, mais que je sens pas que y a pas que mon instinct me dit de pas y aller, je ne vais pas y aller. Mais t'achètes une boîte ou t'achètes l'histoire? Les deux. C'est-à-dire, j'achète une boîte, j'achète la culture d'entreprise, et surtout, c'est les entrepreneurs qui comptent, parce que les entrepreneurs restent avec nous. Alors ça, c'est Toujours. intéressant. J'allais te dire, quand tu rachètes une boîte, normalement, ils sont vestés 2-3 ans. D'ailleurs, ils font la passation, mais en vrai, on sait qu'ils veulent prendre leur nous, cash. ils restent tous actionnaires. Ok. Et là, on vient de terminer un LBO, ils sont tous réinvestis avec nous, sauf 1 sur 50. Donc en fait, tu rachètes une boîte, mais surtout leur task force, enfin leur asset premier, c'est l'humain. Ok. Et du coup, on recreuse dedans, mais t'aurais été entrepreneur si t'en avais pas côtoyé autant avant? Non, je pense que j'ai eu plein de modèles, ça m'a fait rêver de voir des entrepreneurs, la liberté, la créativité, l'énergie, d'embarquer comme ça des équipes, ça m'a énormément plu. Plus le secteur, le digital, qui est quand même un secteur qui est passionnant, dans lequel tu évolues également, c'est un secteur qui est exceptionnel. En termes de créativité, etc. C'est ça, t'apprends tous les jours, on apprend des nouvelles choses, que ce soit en IT, en digital marketing, en content, sur tous les leviers, t'apprends des choses tous les jours, c'est passionnant. Bon, on va parler d'échecs. T'es prêt? Alors, je joue beaucoup aux échecs aussi, il se trouve. Puisque je suis un joueur d'échecs. T'es mental comme mec? J'aime beaucoup, je joue beaucoup aux échecs. Ouais. Ok. Passionné, je joue plusieurs fois par semaine. Ouais. Est-ce que, j'ai l'impression, là c'est une question qui me vient, les échecs, ça en anticiper le deuxième et le troisième coup. Est-ce que tu peux réellement anticiper le deuxième et le troisième coup en entrepreneuriat? Oui, franchement, je pense que nous, on a en tout cas des feuilles de route, on a une vraie vision sur où on veut emmener EDG. On a une feuille de route très claire, des étapes. Et c'est ce qui permet de faire de l'impro et de s'adapter? Alors ça, après, il faut savoir être opportuniste ou saisir une opportunité, ou il faut aussi savoir réagir en cas de crise. Mais à part ça, nous, on a une feuille de route très claire sur notre vision de quel pourcentage doit être fait à l'international, quels sont les secteurs sur lesquels on va se développer, quels chiffres on visera d'ici 3, 4, 5 ans, quelle rentabilité, le nombre de personnes, notre feuille de route est très claire. Tu l'avais, cette feuille de route, cette vision sur ta première boîte? Non. On va essayer de faire le post-mortem, ce qui a pêché. Sur la première boîte, je ne l'avais pas. Sur la deuxième, je commençais à l'avoir, mais quand on a vendu. Okay. Et là, je l'ai aussi parce qu'on a 2 fonds de private equity au capital, donc Montefiore et Latour Capital. Okay. Et eux, ils nous aident énormément à nous structurer, avoir cette vision. Okay. C'est vrai qu'avoir des fonds de private equity, ça aide énormément dans le succès d'une ETI, d'une PME. Parce que voilà, ils sont très structurés, ils nous accompagnent beaucoup, ils nous demandent des reporting et donc on est obligé ils sont plus rationnels de structurer. Exactement. Ouais, c'est moins le gut feeling. Merde, attends, je te posais la question. Oui, et sur le post-mortem du coup de cette première boîte. Donc ça n'a pas marché. Enfin, tu l'as pas fait, tu l'avais pas pris en compte. Ouais, c'est quoi tes apprentissages? On va plus se la jouer comme ça. C'est quoi les choses? Déjà, j'étais jeune et il me manquait de l'expérience. Ça joue. Mais bon. Je pense que c'est important l'expérience quand même. Tu l'as chopé l'expérience là. Mais par contre, grâce à cette expérience, pour moi, quand tu vis une aventure entrepreneuriale, qu'elle se solde par un succès ou un échec, tu apprends la même chose. Et tu montes autant en compétences. Ouais, parce que moi j'ai fait les deux. J'ai fait un échec et des succès. T'as autant appris j'ai autant appris. C'est-à-dire, Talent Zapping, j'ai appris à travailler avec des développeurs. Donc j'ai beaucoup appris la gestion de projet. J'ai appris l'UX, j'ai appris j'ai appris le e-commerce, parce qu'on tentait de vendre quand même des choses en ligne. Donc je suis énormément monté en compétences et ça m'a énormément servi sur les aventures d'après. Aujourd'hui, c'est drôle, si tu me fais passer, alors je ne sais pas coder, si tu me fais passer un entretien pour devenir développeur, si tu me fais pas coder, je pense que je réussis l'entretien. Parce que je connais tous les termes techniques. Je pense que je suis capable. Et puis j'ai embauché dans ma vie tellement de développeurs, j'ai tellement côtoyé de développeurs. En mode caméléon, quoi. Que je pense que je passe. Je pense que je passe. Ça dépend. En tout cas, en PHP, je passe. Mais là, tu me parles chinois. Ok, ça y est, tu m'as perdu. Moi, je passe pas, clairement. D'accord. Merde. Non. C'est quoi il y a pas eu un truc où tu t'es dit sur cette deuxième boîte, ok, je me relance. Ok, j'y vais. Ok, il y a des gens qui croient en moi. On va essayer de monter un truc. Mais il est hors de question que je reproduise ça. Tu vois? Ouais, il y aura des questions que je me plante, que je me replante. Ça, oui, important. Mais. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça t'a mis? Est-ce que tu as été plus critique de toi-même et de chaque résultat à chaque semaine? C'est quoi les choses qui... Non, déjà, j'ai changé de business. C'est-à-dire, au début, une start-up, par définition, c'est ultra risqué. Parce que tu essayes d'inventer un modèle qui n'existe pas. Et donc, tu dois chercher un marché qui n'existe pas, l'inventer, le créer.
et tu dois convaincre des gens d'aimer ton produit. Alors que le service, tu es sur un marché qui marche, il y a plein de gens qui marchent, il faut juste exécuter. Okay. Et donc, si tu es très fort commercialement et que tu es très fort en sourcing et que tu es très rigoureux, méthodique, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Tu penses que demain, on peut créer une recette 101 de un business de service? Si tu la suis à la lettre, il n'y a aucune raison que tu te plantes. Oui, nous maintenant, on a des algorithmes pour chacune des sociétés, des règles à respecter, des métriques à analyser. Et si tu exécutes bien, tes chances de succès sont très élevées. Ok. Donc en fait, pour toi, la raison... Ok. Donc le plus gros apprentissage, tu dirais, en fait, c'est le business en lui-même, l'industrie dans laquelle tu es allé. Ouais, comprendre les marchés. C'est une victoire, cette deuxième boîte. Pourquoi vous l'avez revendue? Alors, c'est mes associés qui moi, j'ai hésité sur la vente, j'avoue. Est-ce que ton compte en banque on avait eu pas mal d'offres. Donc, moi, Vous cherchiez à la vendre? Non, on a eu des sollicitations. On avait eu une dizaine d'offres de rachat. Et donc, on est parti avec le groupe La Poste. J'ai adoré mon expérience à La Poste. Donc, t'es resté combien de temps? 3 ans. T'es resté combien de temps? 3 ans. Donc j'ai adoré. Non, c'était 2 ans. Après, ils nous ont rajouté une année. Okay. Donc j'ai adoré cette expérience. C'était exceptionnel. J'ai énormément appris parce que là, ça m'a permis d'observer comment fonctionnait un grand groupe. C'est 220 000 personnes, 28 milliards de chiffre d'affaires, un groupe formidable. Et donc sans La Poste, il n'y a pas EDG en fait. Et après, moi, j'étais dans la filiale d'Ocapost en plus, qui était une ESN de 10 000 personnes. Et donc, j'ai énormément appris aux côtés du président du COMEX. J'ai énormément appris. Et effectivement, sans Ocapost, il n'y aurait pas eu EDG parce que j'ai compris comment fonctionnaient les boîtes plus grosses, comment elles étaient organisées, quelles étaient leurs gouvernances, comment fonctionnaient les process. Okay. Et aujourd'hui, effectivement, sans cette période, sans ce MBA en management j'aurais jamais pu monter EDG. En fait, EDG, c'est un mix entre le MBA en management que j'ai pu avoir avec Docapost, plus l'expérience de travailler avec 2 fonds de private equity qui ont une énorme expérience sur les acquisitions, lors de la revente, sur le MBO. Okay. Et donc, du coup, le mix des deux a fait que ça a été un succès. Tu t'es posé la question après la revente où tu savais que 3 ans plus tard, tu allais remonter une boîte? Je savais que j'allais monter une boîte, mais j'avais le trac parce que, en fait, quand tu as fait un succès, à Mexique, c'était quand même un beau succès. Quand tu as fait un beau succès comme ça, tu as vraiment les projecteurs sur toi. Et les gens, quand tu relances une nouvelle boîte, ils se disent « Ah, on va voir si c'était de la chance ou s'il a du talent. » Et en fait, non, je me suis mis dans un mindset très particulier. C'est que je me suis dit, si je me dis « Ah, j'ai réussi une fois, c'est sûr que ça marchera la fois d'après. C'est vraiment c'est certain et tout. » Bah, tu cours moins vite le ventre plein. Et donc, c'est là où tu baisses ta garde et où tu peux te viander. Et c'est ce que tu cherches à chaque fois chez les fondateurs. C'est ça. Et donc, du coup, et donc, moi, je me suis mis, en fait, je me suis mis dans un mindset où j'ai fait comme si j'avais pas réussi la fois d'avant, comme si j'avais pas cash outé. Je me suis remis vraiment dans un mindset comme si je repartais de zéro. Et c'est ça qui a fait que j'ai transformé mon track en énergie et que ça. Financièrement, tu es reparti de zéro? Non, j'avais gagné pas mal d'argent. Ouais, donc quand même, c'est pas pareil. Le soir, tu sais comment tu te nourris. Oui, mais j'avais quand même réinvesti. Ouais, mais j'avais réinvesti pas mal. Comme j'avais remis quelques millions au début dans EDG pour lancer le projet. Et ta femme encore, elle disait continue? Ouais, elle m'a encouragé. J'espère bien. C'était quoi ma question? Tu vois, je t'écoute et après j'oublie mes questions. C'est tout le temps comme ça. Non, écoute, parlons de EDG. C'était quoi Enfin, quand tu as remonté cette boîte, c'était quoi l'ambition? L'idée, c'était de monter un nouvel acteur dans l'accélération. Il y a 5 ans, c'est ça? Exactement, en octobre 2019. L'idée, c'était de monter un nouvel acteur dans l'accélération digitale, composé d'ultra spécialistes dans chaque levier de la transfo digitale. Donc, en fait, on va voir un client avec notre offre end-to-end et on dit on n'est pas des généralistes, on ne sait pas tout faire, mais en fait, on a sur chacun des leviers un expert. Okay. Donc, un expert en cybersécurité, un expert en SEO, SEA, un expert en data, en Salesforce, un expert en CRM. Sur chaque levier, on a une boîte spécialisée. J'ai retrouvé ma question. Était où l'opportunité quand tu étais à la Poste de voir qu'est-ce qui faisait mal où tu t'es dit moi je fais mieux le faire que... Alors il y a beaucoup de choses qu'ils ont très bien fait. La Poste c'est quand même un groupe. Je sens que tu as des bonnes relations encore avec la Poste. Ouais, je m'entends. Je le vois. On le voit tous. Hyper bien avec eux. Non, mais je vais te donner aussi les points d'amélioration. Mais la Poste c'est quand même un groupe qui fait 26 milliards. Il y a 10 ans. 70% de leur business était le courrier et le colis qui sont en baisse de 6% par an. Et ça va pas, on va pas réenvoyer des cartes postales ou on va pas envoyer plus de lettres dans les prochaines années. Donc ils avaient un énorme mastodonte
qui était en déclin de 6% par an. Ok. Et il fallait trouver une solution. Et Ils aujourd'hui, ont su se réinventer. c'est devenu un service de proximité, le premier service de proximité en France. Et maintenant, je crois que c'est plus que 30% de leur business qui correspond C'est quoi, au c'est de la courrier banque et au après colis. Bah, ils ont la banque postale, ils ont DocaPost, ils ont téléphone. Mediapost, ils ont énormément de services. Ok. Je pense que DocaPost, c'est que du B2B, hein, juste. c'est ça, c'est Ouais. c'est une société, C'est de c'est de la l'ESN, dématérialisation de ok. documents, ça peut être de la GED, ça peut être de l'éditique, du traitement de chèques. Enfin, c'est vraiment très varié, les services. Et donc, ce qui est admirable sur ce groupe, c'est qu'ils ont réussi à se transformer en 10 ans et ils sont passés de 70% à 30% sur le courrier colis et donc ils sont toujours très rentables. Donc, c'est une super transformation et c'est la plus vieille entreprise de France. Alors, voilà, on a fait l'éloge. Voilà. Non, mais très stylé en Et vrai. les points d'amélioration, Voilà. trop de réunions. Moi, j'essaye de faire moins de réunions. C'est vrai qu'il y a parfois des réunions pour préparer des réunions dans les grands groupes. Ça, c'est concrètement un peu. Ça manque parfois d'agilité pour Il y prendre avait des des postes décisions. qui servaient à rien pour toi? J'aime pas juger les gens parce qu'on va pas C'est dire à pas des les gens gens, c'est les qui- postes. des postes. Non, c'est une valeur dans la chaîne de valeur où tu penses Non, je pense que quand tu es dans un grand optimisé, groupe, quand tu es dans un grand groupe, oui, il peut y avoir des optimisations à faire. Après, il peut y avoir des optimisations à faire. Ok. Et par contre, si je comprends bien, il y a une strat que tu as vue dans le groupe La Poste. Et est-ce que c'était déjà le cas chez Doca? Ouais, non, en fait, c'est pas une strat, c'est que j'ai vu une gouvernance. Comment est-ce qu'ils s'organisaient, leur Non, mais COMEX. moi, je parlais plutôt le fait de se diversifier sur plein Oui, bien sûr. de services différents. C'est ça, exactement. Et est-ce que chez Doca, il y avait aussi directement un expert sur chaque Alors, eux, il y a problématique? beaucoup de santé, de logiciels. C'est pas les mêmes D'accord. business, c'est pas comparable. Maintenant, moi, je me suis beaucoup inspiré de l'orga et de la façon dont fonctionne un Ok. grand groupe. Donc, en fait, avant de monter EDG, tu savais que ça allait être un grand groupe. J'avais beaucoup d'ambition. Après, Ok. on ne sait jamais parce que quand on part de zéro, on ne sait jamais. Mais j'avais envie de monter un gros acteur. Et j'ai encore envie, pour moi, on n'est qu'au début de l'aventure. J'ai encore envie de faire grossir EDG. Bon, allons à la fin de l'aventure. C'est quoi l'objet? Voilà. C'est quoi la ligne d'arrivée pour toi avec EDG? Non, c'est de continuer. Un objectif chiffré, c'est de tripler dans les 3-4 prochaines années de taille, de bien développer l'international, parce que 35% de nos acquisitions maintenant vont être faites à l'international. Ok. Rappelle-moi, vous avez fait combien de CA en 2024? 320 millions. Et tu voudrais, t'as dit, ok, t'as un objectif Donc, chiffré à... on vise le milliard d'ici 3, 4, 5 ans, on verra. On va D'accord, tout faire ok. pour y arriver. Et qu'est-ce qui Allez, est-ce que tu te verrais revendre un EDG? Franchement, je sais pas. Moi, je verrais bien continuer avec des fonds. Le principe du LBO, je trouve ça bien parce que tu sécurises une partie, tu réinvestis une partie, tu continues à diriger ton Donc entreprise. tu t'associes avec des fonds pour que justement, c'est quoi, ils t'apportent l'argent et franchement, qu'ils non, c'est pas que ça. Ils apportent aussi un énorme accompagnement, un réseau en France et à l'international. Franchement, pour moi, c'est des associés plus que des investisseurs. Tu as vraiment les fonds, quand tu as les bons fonds avec toi sur un projet, ça peut vraiment accélérer ton business. Donc reprendre une boîte, j'ai bien compris, c'est pas du tout la même chose que la créer. Je pense à une chose, par exemple, c'est le capital humain, on en a beaucoup parlé. Je sais pas combien de personnes tu as recruté dans ta vie, je serais curieux que tu me répondes à cette question. Franchement, je pourrais pas te dire, c'est énorme. C'est en milliers. Mais je pourrais pas te dire exactement. Donc, si je résume, tu as revendu une boîte à succès après avoir fail une première. D'ailleurs, vous étiez combien dans cette première boîte? Tu n'avais pas recruté? Ouais, pas beaucoup aussi, un petit peu, mais très peu. Ok. C'était quoi? C'était Moins sur de 10. tes économies Ouais, c'était mes économies. Okay. Toutes mes j'avais tout perdu. Ouais, mais quand même, ça Ouais. veut démontrer la preuve de risque. Moi, je vais t'amener dans le risque quand même. Tu es allé monter le business où tu t'es dit, après la poste, ok, en fait, le meilleur business qu'il faut faire, c'est un business humain. On va juste trouver la bonne structure et la bonne orga, mais c'est que de l'humain. Et tu t'es dit en 5 ans, donc tu as recruté 4600 personnes. 2600. 2600. En fait, non, mais il y a eu des acquisitions. Il y a les entrées et des sorties. Mais c'est pas le plus risqué comme opération, ça? Non, parce que t'es que allé miser sur de l'humain. Ouais, mais que batch, des business très rentables, des business à très forte croissance. Je suis que sur les meilleurs business. Oui, la data, l'IA, après, tu accrois ta task force de consultants, j'imagine, en allant chercher d'autres personnes. C'est que de l'humain à chaque fois. Ouais, c'est des business avec beaucoup d'humains, effectivement. Ouais. C'est des people business. Mais c'est pas rationnel. C'est là où il y a en France les plus gros succès, c'est les people business. Si tu regardes les non, plus, mais les c'est plus ça gros dont acteurs. j'aimerais parler. Ok, bah et moi, je suis un grand défenseur du people business et des sociétés de services. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est les sociétés les moins risquées qui grossissent très vite, qui sont rentables très rapidement. Donc, pour moi, sont les meilleurs business.
il est dû le succès aux humains, à l'orga de ces humains, à quoi? Ouais, au process. Je pense que C'est le process. Le process, le fait aussi Travailler en de nombre. s'être associé avec les bonnes personnes, avec les bons entrepreneurs qui nous ont rejoints, de tout faire avec le care management pour qu'ils se sentent bien dans l'entreprise, qu'ils restent avec nous, Ok. ce qui a été le cas. C'est tout ça. Toi qui connais Je vais bien... faire une petite pause, je bois une seconde. Ah bah vas-y, je t'en prie. Bah, tu sais quoi, je vais faire une... Tu veux de l'eau ou pas? Non, ça y est, je suis bien. Ok. Toi qui connais bien l'écosystème startup, est-ce que tu considères qu'une startup, son succès est dû à la tech et c'est de manière rationnelle, ou est-ce qu'il y a quand même de l'irrationnel lié à l'humain dedans et au gut feeling? Bah, non, c'est pareil, hein, que ce soit pour le people business ou pour les startups. Après, une startup, c'est plus risqué parce qu'on fait de l'innovation, on essaye de créer un nouveau business model. Donc, c'est plus risqué. L'humain a une plus grosse part ou une moins grosse part, tu dirais, vu que la tech Non, et c'est hyper important. C'est hyper important d'avoir une équipe complémentaire composée d'un tech, d'un marketeur et d'un financier. En général, c'est ça qu'on recherche. 3 profils différents, très complémentaires, avec de l'expérience. C'est ça, les critères, si tu veux avoir l'équipe parfaite, c'est trois entrepreneurs expérimentés, très complémentaires. Comment tu vois cette complémentarité sur les soft skills, pas les technical skills, mais vraiment sur la manière. Ouais, après, tu fais plusieurs meetings avec eux, tu vois aussi comment ils s'entendent, tu te renseignes, tu fais des prises de référence. D'accord, ok. Tu essayes de palper l'humain et la relation, ouais. quoi. Est-ce que tu as des tips, vu que tu n'es pas né RH et que je crois que tu n'as même pas fait d'études de RH ou quoi, tu as des tips pour si, par contre, je suis passionné par les RH. Ouais. Ouais, bien sûr, je suis passionné. Par la RH ou par le recrutement, par l'humain, les deux partout. Mais non, ça dépend quel profil. En fait, moi, j'ai des techniques de recrutement pour chaque profil. Je veux bien que tu nous en partages. Est-ce que tu attends des choses un développeur j'allais dire, opposons tech et sales. Allez, un développeur, ça va être 7 étapes. 7 étapes. Okay. Première étape, ça va être un test technique. Je vais faire un test technique pour tester son niveau technique. Deuxième étape, je vais faire appel à un expert technique et je vais lui demander d'échanger avec lui sur le test technique pour voir comment il défend, pourquoi il a fait ça. Bien lui expliquer. Le résultat, c'est pas que ça. Troisième étape, c'est un peu l'assessment center. Je vais lui demander des extraits de code qu'il a déjà développé et je vais demander à un expert technique de regarder son code et d'échanger avec lui sur son code. C'est-à-dire, je vais dire, dis-moi, voilà. Ça, si c'est un développeur, si c'est un chef de projet fonctionnel, je vais dire, est-ce que tu peux me montrer un cahier des charges fonctionnel que tu as déjà réalisé, et on va échanger sur l'expression des besoins, sur les specs, savoir, bien réfléchir avec lui sur ça. Très technique. Donc là, avec ces 3... Technique, mais pas que. Pédagogique aussi. Et à quel comment point on peut travailler en équipe. Comment ils peuvent échanger de ça. Une fois que tu as fait ces 3 étapes, tu vois, techniquement, tu as une bonne idée du niveau déjà du développeur. Étape d'après, ça va être entretien de personnalité. Et tu peux même doubler ça avec des tests de personnalité. Tu as un test, par exemple, qui s'appelle Assess First, le PSV 120, qui est pas mal. Et après, le plus important, je t'en parlais tout à l'heure, c'est les prises de référence. Donc, tu lui demandes au candidat de te donner 3 prises de référence. Et tu vérifies un peu les feedbacks de ses expériences. Voilà, une fois que tu as ces étapes, normalement, t'es pas à 100% de chance de réussite parce que les RH, c'est pas une science exacte. Bien sûr. Mais t'augmentes tes chances de réussite. S'il a passé toutes ces étapes, tes chances de te planter sont plus faibles. Parce qu'un bon développeur, s'il est en face d'un non technique, il peut un peu lui faire croire qu'il est très fort alors qu'il n'est pas aussi fort que ça. Une fois qu'il a passé les 3 étapes dont on a parlé, normalement, tu as une bonne idée du niveau. Comment tu fais pour te rendre compte post-recrutement? Déjà, c'est quoi le plus dur? C'est de recruter la bonne personne ou de s'assurer sur les 3 ou 6 mois qui suivent que c'est la bonne personne? Alors, il y a même plus dur que ça encore, parce que souvent, quand même, on fait des bons recrutements. Mais après, ce qui est très important aussi, c'est, et ça, dans les entreprises, les entrepreneurs, ils ne se concentrent pas assez sur ça, c'est comment tu vas retenir c'est la rétention des talents. Bien sûr. Et c'est vrai que les gens, ils se concentrent beaucoup sur le recrutement, alors qu'il faut aussi se concentrer sur comment je vais retenir le candidat. Comme aujourd'hui, quand tu as un départ d'un salarié, c'est l'équivalent de 6 à 8 mois de salaire que tu perds. Pourquoi? Parce que le temps de ressourcer quelqu'un, de le trouver, de le former, de l'onboarder, tout ça, d'investir sur lui, tu perds énormément. Donc en fait, toutes les entreprises, elles doivent se concentrer sur le care leadership, sur faire attention et faire en sorte que les salariés se sentent bien dans l'entreprise, parce que c'est dans l'intérêt de l'entreprise de réussir à fidéliser les meilleurs et après aussi d'attirer les meilleurs, parce qu'il y a beaucoup de cooptation. Nous, chez nous, par exemple, je crois 20% de nos recrutements, c'est de la cooptation. Et donc, du coup, pourquoi il y a de la cooptation? Parce que les gens se sentent bien et donc ils vont recommander bosser avec leurs potes ou leurs anciens collègues, bien sûr. Je voulais juste savoir sur les gens que tu recrutes. On a parlé d'un tech, on n'a pas fini. Tu peux nous parler d'un sales? Alors, un sales, je vais regarder 3 éléments principaux.
l'énergie. Pour moi, quand Bien sûr. je vois un sales, je veux quelqu'un de très énergique. Je veux vraiment. Je serais un sales, moi, ou pas? Ouais, je pense que tu as une bonne énergie. Je pense que tu as une bonne énergie. Après, il faut de l'intelligence. Un sales, ça va être quelqu'un de très méthodique, de très intelligent. Je le prends très personnellement, là, ce que tu viens de dire. J'ai pas dit que tu l'avais pas. Donc là, c'est parfait. Donc, tu l'aurais aussi. Il a l'énergie, par contre, l'intelligence. Et après, tu as un autre élément, c'est l'intégrité. Et je m'explique, en fait, il faut, tu vois, au sein d'une équipe, si tu as un sales qui est un peu malin et qui pique les clients des autres, qui est pas fair, qui essaye eh ben ça peut vraiment détruire une équipe commerciale. Et c'est Warren Buffett, je crois, qui disait que si le mec, il a l'intelligence, l'énergie, mais qu'il n'a pas l'intégrité, là, t'es mort. Parce que lui, il est très dangereux. Lui, il est très dangereux. Il pourra même te manipuler, toi. Ouais, et c'est dur, en fait, de mesurer ça dans un entretien, l'intégrité de quelqu'un. Tu vois, l'énergie, tu vois qu'il y a quelqu'un qui est super énergique, tu vois son intelligence, tu perçois. Et après, l'intégrité, c'est hyper important dans une équipe, que l'équipe soit très soudée, parce que si tu as un mauvais élément dans l'équipe, ça peut vraiment avoir des effets importants. Mais ça, tu le dis d'un point de vue général ou bien propre à la team sales? Parce que l'intégrité, tu la testes pas partout. C'est général, mais vraiment dans une équipe sales, il faut vraiment que chacun a son périmètre, il y a des enjeux financiers, tout ça. Donc, il ne faut pas avoir quelqu'un qui est prêt à rabaisser l'autre pour s'élever, quoi. Tu peux créer un esprit d'équipe dans une équipe sales? Oui, énormément. En fait, si tu as les bons objectifs, que tu as les bons incentives, que tu as le bon plan de commission et que tu as fait en sorte que chacun ait son périmètre, dans ce cas, il y a une très bonne ambiance. Donc, par contre, si tu ne mets pas une bonne orga en place et que chacun peut attaquer le client de l'autre, forcément, ça va créer des problèmes. Donc, clairement, il y a une partie de variable qui est liée à leur activité à titre perso. Et chacun a un périmètre. Et après, il y a aussi l'équipe, comment elle performe. C'est ça, ensemble. exactement. Il faut avoir des objectifs collectifs et des objectifs individuels. Ok, bon, grand message qui passe à beaucoup de head of sales qui ne donnent que des objectifs individuels la plupart du temps. Mais bref, passons. Je voulais te poser cette question qui revient très parfaitement là-dessus. Quand tu recrutes quelqu'un, alors qu'il y a déjà une équipe en place, donc là, c'est pas vraiment une équipe en place, ou même quand tu construis une équipe, tu as tes premiers éléments. Est-ce que tu diras non à un élément qui a l'air top, mais qui a un caractère particulier? En gros, est-ce que tu vas chercher des gens qui sont dans le moule, ou est-ce que par moment, tu peux faire des paris sur des gens? Alors ouais, on peut faire des paris sur des gens. Néanmoins, il faut être sûr quand même qu'il va bien s'intégrer à l'équipe. C'est-à-dire, je vais pas faire un pari sur quelqu'un que je sens extrêmement colérique ou que je sens qui va pouvoir déstabiliser une équipe. Mais après, avoir un profil atypique, ça t'est déjà arrivé énormément de fois. Et même sur ça, se dire, ça peut être un réhausseur de l'équipe incroyable. Oui. Et si ça ne matche pas, on le sait en 2 semaines. Parce que, tu vois, quand je te parle de quelqu'un d'atypique, ça peut être un barman, un DJ, mais s'il a l'énergie, qu'il a l'intelligence, qu'il a l'intégrité, qu'on le sent vraiment, on se dit, il va y arriver. Et au contraire, comme il n'a pas de formation, tout ça, il va être encore plus mort de faim. Donc, au contraire, parfois, tu peux repérer des pépites comme ça et tu te dis, lui, il va vraiment exploser. Ah, c'est intéressant. Ça t'est déjà arrivé de recruter des sales sans expérience directe de sales? En junior, en junior, tu peux recruter. Parce que t'es ouvert là-dessus, toi? Non, mais tu as différents types de recrutement. Tu recrutes des juniors, des seniors ou des middle. Quand tu recrutes un junior, il n'a pas d'expérience. Maintenant, c'est pas le même salaire. Tu dois. Oui, il y a une mais période est-ce que de formation. Tu forcément prendre un mec qui sort d'HEC en école? Non. Donc, il y a des profils là-dessus où tu vas valoriser l'envie. Il y a des métiers comme développeur ou sales. Tu vois, c'est pas les études le plus important. Quand tu es avocat, oui, tu as besoin d'avoir fait des études. C'est très technique. Ouais, mais tu peux avoir fait l'école 42. Tu peux être autodidacte, avoir appris à coder seul, ou tu peux avoir fait le wagon et être un très bon développeur. Ça a plus de valeur pour toi, un développeur qui n'a pas de formation et qui est aussi bon qu'un autre développeur, même qui sort de 42. Je te dis, en fait, avec mon process, quand je vais lui faire les 3 étapes, je vais lui faire le test technique, qu'il soit autodidacte ou qu'il ait fait l'X. S'il a 20 sur 20 à mon test technique, il est bon. Hein. Oui, je sais, mais moi, ce que je veux dire, c'est les deux de manière égale. Est-ce que tu valoriseras, de ce que je comprends, le gars autodidacte qui est parti de rien parce qu'il a développé sans s'en rendre compte des manières de réfléchir qui sont différentes de la personne qui a suivi un bouquin et un process? Ouais, moi, je préfère. Ok. T'encourageras tes enfants à faire des études? Ah, ça, c'est une grande question. En fait, c'est vrai que souvent, les enfants, on leur propose un peu 4-5 cases. Les parents essayent de vraiment orienter. Moi, ce que j'aimerais pour mes enfants, c'est réussir à les aider à trouver ce pourquoi ils sont faits. Et après, si c'est pas dans les cases habituelles, les encourager quand même et qu'ils soient heureux dans ce qu'ils font. Et si c'est pas grande école de commerce, grande école d'ingénieur, droit ou médecine, et que c'est cuisine ou que c'est de l'art ou que c'est de la comédie, je les encouragerai.
comment tu vas faire, parce que spoiler, mais je suis sûr que tes enfants grandissent dans une famille aimante, mais surtout aisée. Comment tu vas faire pour leur retranscrire cette importance de devoir réaliser des choses, de devoir se connaître, de devoir en fait faire des choses qui font plaisir tout en pouvant subvenir à ses besoins sans avoir quelconque côté négatif, quelconque côté d'urgence. Tu vois ce que je veux dire ? Ils n'ont pas cette urgence financière, ils ont des parents, moi, je ne sais pas ce que fait ta femme, mais toi en tout cas tu es entrepreneur, donc ils peuvent s'identifier à ça. Comment tu vas... En fait, la difficulté quand tu gagnes beaucoup d'argent, c'est que, ou même quand tu entreprends, c'est que d'un côté, tu fais ça pour sécuriser tes proches. Ça fait partie des compelling purposes dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Une des raisons qui te motive, c'est que tu dis j'ai envie de sécuriser ma famille, j'ai envie de sécuriser mes proches. Mais sauf que si tu les sécurises trop, tu peux en faire des larves. C'est ça. Et donc, en fait, faut trouver. Et donc, tu te dis mince. Et c'est comme parfois quand je vois des énormes réussites et tu vois la génération d'après, ils se battent pour l'héritage, ils se battent tout. Tu te dis attends, la première génération, ils ont tout fait pour réussir. Ça va travailler jour et nuit pour sécuriser ses proches. Et la génération d'après, en fait, ils se parlent plus. Plus personne se parle dans la famille pour des guerres d'héritage, tout ça. Et je me dis en fait, il n'a pas réussi son coup. Parce que moi, si je veux réussir, c'est pour sécuriser, pas pour qu'il y ait des embrouilles derrière. Donc après, c'est le devoir des parents de transmettre les bonnes valeurs et de faire en sorte qu'ils ne deviennent pas des larves. Et donc de leur donner le goût de l'effort, de leur donner des valeurs et qu'au contraire, le fait qu'ils aient en exemple un père qui travaille énormément, ça leur donne envie de bosser aussi. Voilà. Après, moi, j'ai pas envie non plus qu'ils fassent tout comme moi. Donc j'aimerais qu'ils trouvent leur propre voie. Mais tu penses que tes enfants... ils veulent se prouver et te prouver peut-être qu'ils peuvent réussir sans ton argent. Pour l'instant, le grand a 10 ans, le petit a 4 ans et 8 ans. Ils ont 10, 8 et 4. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de rapport à l'argent. Pour l'instant, ils veulent plus ils savent pas trop ce que c'est. Ils veulent plus me prouver qui est plus fort à Fortnite, sachant que je suis moi-même assez bon à Fortnite. Donc du coup, je suis là sur Fortnite, sur League of Legends, je les éclate. Sur Valorant aussi. Je peux on jouer, a compris que t'aimais la compète. Voilà. Non, on joue beaucoup aux jeux vidéo ensemble. C'est quoi le rapport que toi, tu as à l'argent aujourd'hui et c'est quoi celui que tu transmettras à tes enfants ? Moi, je trouve que l'argent, ça amplifie la personnalité de quelqu'un. Quelqu'un qui est généreux, l'argent, ça le rend encore plus généreux. Quelqu'un qui est pas sympa, ça le rend encore moins sympa. Je trouve que ça amplifie un peu. Est-ce que ça donne confiance en soi, l'argent ? Ouais, un peu. C'est pas que ça donne confiance en soi, mais c'est que tu te dis, tu as un matelas de sécurité, tu as quand même, tu vois, dans la prise de risque, tu te dis, quand même, à titre perso, j'ai quand même de côté, donc ça te sécurise et ça te permet de prendre plus de risques. C'est pour ça que moi, c'est très important quand un entrepreneur nous rejoint, qu'il fasse une partie importante de cash out, qu'il mette quelques millions de côté, ce qui fait que avec nous, il va être OK pour prendre plus de risques, il va être moins angoissé, il va être sécurisé, et donc du coup, t'entreprends plus sereinement. T'entreprends plus sereinement. Du coup, est-ce que entreprendre sereinement mène à un succès ? Mais comme je disais, on court moins vite le ventre plein, donc il faut trouver le bon dosage entre t'es sécurisé alimentairement, mais non plus il te reste encore, t'as encore envie de faire plus. T'expliqueras quoi à tes enfants pour lier l'argent d'un point de vue professionnel ? Et je m'explique dedans. T'as dit c'est un matelas, mais est-ce que ce matelas, quand t'as sué jour et nuit pour te le faire, c'est pas un rapport différent que quand c'est papa et maman qui te le filent, concrètement ? Ou quand tu l'as fait en claquement de doigts parce que t'as investi dans la crypto il y a 10 ans, quoi. Non, mais ça, c'est un vrai sujet que beaucoup... il y a un énorme paradoxe entre, d'un côté, tu veux réussir pour sécuriser tes enfants, et de l'autre côté, si tu réussis trop, ça peut leur causer préjudice, et ça peut aussi leur mettre trop de pression en disant « Oh là là, la barre est trop haute. » Là, je vois souvent des enfants de parents très successful, ils ont un peu ce complexe de dire mais comment je vais faire pour réussir autant que mon père, ou c'est impossible. Donc c'est vrai que c'est dur. C'est comme quand tu es héritier. J'ai constaté, quand tu es héritier, le problème que tu as, c'est que soit donc ton père te lègue son entreprise, soit tu cartonnes et tout le monde te dit ouais mais il te l'avait donné, donc c'est pour ça que je dis tes enfants soit tu te plantes et tout le monde te dit putain il t'avait donné, honte à toi, quoi. En fait t'as jamais la gloire. Non mais c'est un boulet, t'as quoi. jamais la gloire. Donc c'est vrai que c'est dur. Après t'as aussi quand même des héritiers qui ont après explosé le business parental. Je sais pas, tu prends l'exemple de Bernard Arnault, il avait une boîte, je sais pas, 30 ou 40, 50 millions d'euros, et derrière il a transformé en une boîte à 100 milliards. C'était un héritage, Arnaud ? Je crois qu'il a commencé... Il a créé le groupe directement. Je crois qu'il a commencé mais avec une toute petite entreprise, et d'une petite il est parti d'un gros succès. Pareil pour Bolloré, ils sont partis de petites entreprises qu'ils ont ensuite développées.
Tiens, c'est super drôle qu'on en parle. Tu vérifieras. Mais je connais pas leur bio par cœur, mais je crois bien que sûr, ça. il me semble que ça a été beaucoup d'acquisitions, mais C'est tu ça, vois, ouais. LVMH a créé une marque via le groupe. Je voulais savoir s'ils t'ont inspiré. Bon, en France, j'espère que oui, un Ouais, nous, on minimum, essaye un d'être grand le groupe. LVMH du digital, exactement. Merde, je suis déjà une question, putain. LVMH, oui, je voulais parler du branding et c'est avec ça que je voulais terminer notre podcast. Je voulais parler du tech show. Je voulais déjà savoir, est-ce qu'un groupe qui perdure dans le temps, c'est un groupe qui se reconnaît sur sa brand et non pas sur chaque brand qu'il incube, qu'il possède? Ouais, bah déjà, réponds peut-être à cette Non, c'est question. un mix des deux. Tu peux avoir une marque groupe, mais après, dans tes ultra spécialistes, sur chaque levier, chacun peut aussi travailler sa notoriété. D'accord. Bah, c'est le cas Les deux sont pas antinomiques. Là, si tu vois LVMH, tu as d'un côté LVMH qui est une marque très connue, et de l'autre côté Dior, Vuitton, qui sont aussi des marques très connues. Donc tu peux très bien avoir les deux, comme tu peux très bien avoir juste une marque groupe, ou tu peux te dire avoir juste une marque ombrelle groupe avec des filiales. Tout est possible. Nous, on a la stratégie d'avoir une marque forte sur laquelle les filiales peuvent s'appuyer, mais sont tous des ultra spécialistes, ils sont très connus dans leur domaine, donc ils gardent quand même leur identité. Le tech show. Le tech show, c'est un média que j'ai lancé il y a 3 ans. Attends, je voulais faire l'intro et dire qu'on a le Jimmy Fallon français dans l'écosystème tech. Bon, je crois que c'est ça ton inspi quand même. Ouais, exactement. Les tech shows, les late shows, pardon, des US. Très rapidement, parce qu'on va pas trop avoir le temps, je veux savoir tout simplement, c'est un intérêt business, c'est un intérêt perso, et au final, est-ce que l'intérêt perso, c'est pas un intérêt business? Bah, c'est exactement ça. Allez, merci, fin du podcast. Voilà. Non mais vas-y, réponds un peu quand même. Non, c'est exactement ça. C'est d'abord, ça m'éclate et j'adore animer le tech show, rencontrer des gens, comme tu vas faire des podcasts ou les animer. Et ensuite, c'est vrai que la notoriété. C'est plus cool qu'un podcast. Ouais, c'est plus cool, ouais. La notoriété que procurent les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, le tech show, tout ça, ça a un objectif, c'est que les décideurs nous connaissent et que dès qu'on contacte un décideur, bah, il nous reçoit et on arrive à lui présenter. Donc tu parles du tech show dans des messages d'intro ou Non, mais souvent, tu as des gens qui viennent nous voir pour le tech show et tu déclenches après un rendez-vous, un meeting. Okay. Ça génère beaucoup de business. En fait, la notoriété, que ce soit sur le tech show ou sur LinkedIn, tu as énormément de prospects qui nous contactent, de leads, ce qu'on appelle l'inbound, donc des appels entrants, et qui nous disent on veut travailler avec telle ou telle filiale, est-ce qu'on peut en savoir plus sur EDG? Donc, c'est d'un côté un kiff, mais de l'autre côté, il y a un aspect héroïste quand même, parce que la notoriété, et d'ailleurs la notoriété de toutes les filiales, fait qu'il y a beaucoup d'appels entrants chez EDG. Tu l'as fait avec une vision héroïste et business, ou est-ce que tu Non, t'es juste d'abord dit... pour le kiff et après Parce que ça coûte cher quand même votre prod, j'imagine. Ouais, c'est un budget. C'est un beau truc. Ouais, ok. c'est un budget. Je vais terminer avec mes dernières petites questions du tac au tac, et du coup merci. Merci à toi, c'était super sympa. Je vais dire merci pour le podcast, mais à la base je voulais surtout te dire merci pour le tech show, parce que mine de rien, je trouve que c'est une manière sexy de parler d'entrepreneuriat. Bah tiens, je te pose cette question, mais tu trouves qu'on parle assez d'entrepreneuriat dans les médias mainstream? Sors un peu de notre carcan très VC. Non, on pourrait en parler beaucoup plus. On pourrait en parler. Pour moi, les entrepreneurs, les patrons de PME et de TI, c'est eux qui vont sauver la France, c'est eux qui créent le plus d'emplois. Donc il faut les mettre en avant, et notamment les entrepreneurs dans le service, qui correspond à une grosse partie de l'économie française. Mais on les met pas assez encore en avant. On en a pourtant. Ouais, mais on peut en parler plus. Après, on met beaucoup en avant les start-upers. Il n'y a pas que les start-upers. Et c'est ça que je trouve fou. Il faut mettre aussi en avant les autres entrepreneurs. Combien d'ETI créent 10 fois plus de valeur et perdurent dans le temps par rapport à un start-upper qui parfois ferme la porte avant même d'avoir vendu un produit. Il faut aussi parler des start-upers parce que c'est exceptionnel et tout, mais il faut parler de tout le monde. Ah, vous inquiétez pas, dans ce podcast, il y a quand même beaucoup de start-upers. Vous êtes tous les bienvenus, vous inquiétez pas. Bon, sur une échelle de 1 à 10, et c'est mes dernières questions. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es heureux au quotidien, Vincent? Je dirais 8 sur 10. Et les 2 sur 10 qui manquent, c'est qu'il y a quand même beaucoup de pression qu'il faut gérer. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris avec l'expérience, à beaucoup mieux gérer la pression. Et donc, du coup, un beau 8 sur 10. Je suis sûr qu'en vacances, quand il n'y a pas de pression, tu te fais chier. Ah non, pas du tout. Non. Très, très bien. Non, franchement, je travaille tellement pendant l'année, pendant la semaine, ça, que week-end et vacances, je suis vraiment avec les enfants, on s'éclate, avec les amis. Au contraire, je suis très détente. Sur une échelle de Et on parle pas de boulot en vacances, ça c'est règle number one. Ah, ok. Ah, c'est intéressant. Si je te croise une fois, t'es mal, hein. Ah, si je te croise quelque part une fois en vacances, on parle pas de boulot. Tu pinces les doigts par moment en te disant merde, t'as pas le droit de parler. Tout ce que tu veux, mais pas de business. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point t'es riche? Moi, la richesse c'est dans le cœur, donc je serais riche. Et puis j'ai 3 enfants, donc je suis très riche. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es riche? En fait, elle est compliquée cette question parce que je sais pas ce que c'est être riche. C'est par rapport à qui? C'est par rapport. 10, c'est ton objectif final. Je sais pas.
moi, je suis un compétiteur, je veux toujours faire plus, je veux toujours aller à l'étape d'après. Donc, je sais pas, je vais dire 8 sur 10 aussi. Très bien. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton quotidien d'entrepreneur t'apporte du sens dans ta vie personnelle? Ah là là, j'ai envie de dire encore 8 sur 10. Ok. Donc, ça répond à beaucoup de mes ambitions, de mes valeurs. Et sur une échelle de 1 à 10, à quel point ce même quotidien d'entrepreneur te demande des efforts ou est difficile? Ah, c'est dur aussi, ouais. 8 sur 10. Donc une corrélation entre Voilà, il y la a du 8 sueur partout. et le plaisir. Voilà. Ouais, je suis né le 8 juin, just saying. Dernière question qui n'est pas un chiffre, mais si tu avais la possibilité demain d'aller voir l'éducation nationale et de leur dire, vous m'avez compris, éducation nationale, je vais quand même le redire, et de leur dire voilà la matière qui nous manque en primaire que tous les enfants devraient avoir, c'est quoi? Moi, je peux te dire le développement web, je peux te dire le digital marketing. Non, tu en me dis primaire. pas, c'est toi qui parles je réfléchis. demain. Non, je sais je même pas quel réfléchis. est le ministre de l'éducation aujourd'hui. Je réfléchis. Je peux te... développement web. Ouais, vas-y, dis-moi. Hein, non, Ouais, mais... Développement web. Ok, d'accord. Donc tu penses qu'il nous faut plus de personnes tech? Bah, je pense que ouais, il faut apprendre à coder, même intellectuellement, c'est bien. Même si le no-code se développe, je pense qu'apprendre à coder pour un enfant, c'est top. Éducation nationale, si vous nous regardez ou vous nous écoutez, j'espère que le message n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd ou d'une sourde. Bref, un grand merci Vincent, ça va, t'as pris du plaisir? Énormément de plaisir. Et écoute, moi pareillement, désolé pour les 2-3 oublis, mais à chaque fois je t'ai posé mes questions et je suis très content de ça. Et sur ce, je regarde les personnes qui nous regardent, merci de nous avoir suivis, mais surtout un grand merde dans toutes vos activités entrepreneuriales, dans tous vos doutes, un pas après l'autre, une victoire après l'autre, et puis hâte de vous retrouver à mon micro dans quelques années après 2600 employés, comme Vincent. Je me demande si à ton âge, je les avais pas. Ouais, merci. Je sais que je crois, je réfléchis, mais je pense que tu es la boîte la plus peuplée que j'ai reçue. Ah ouais, avec le plus d'effectifs. Oui, enfin peuplée dans ça. Ouais, c'était mal. Bon, comme c'était écrit un pays. Bah, quand même, 2600 personnes, beaucoup quoi. C'est un village. C'est ça. À la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.